Steve, il faut absolument la faire, cette soirée à la French. Oh, recommence pas. Je te dis que ça m'intéresse pas. De toute façon, moi, je fais ça que pour l'argent. Oui, mais t'es con, c'est notre argent, là, c'est nous qui payons, là. Ah oui. Attends, excuse-moi. Un coup de téléphone. Ah bah c'est Julien, tiens. Ouais, Julien, t'es en bas? Ok, monte. Salut les gars! Salut Julien, comment ça va? Bah bien et vous? De quoi vous parliez? J'ai essayé de convaincre Steve de faire une soirée en live, en public, à la French, avec la communauté. C'est génial et c'est Steve qui paye? Bah oui, c'est Steve qui paye. Quoi? Bienvenue dans la French, le podcast qui a une certaine idée de la tech. Dans cet épisode, on va parler d'IA et d'open source, et comment le mouvement open source et les communautés open source sont complètement chamboulés avec l'arrivée de l'IA. Entre contributions générées par IA, gestion des communautés, gestion du copyright, tout est complètement chamboulé et les cartes sont complètement rebattues pour un très grand nombre de projets. C'est ce dont on va débattre avec Steve et JB. L'IA est-il le sauveur de l'open source ou le fossoyeur du mouvement open source? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la French. C'est parti! On est super heureux de vous retrouver dans la French et d'ailleurs on a une annonce à vous faire puisque le 12 juin on va faire une soirée à la French, une soirée spéciale à la French dans les locaux de Néon Noir. On vous partage le lien d'inscription, vous mettez votre nom, votre prénom, votre email pour avoir exactement les infos, la date, le lien d'inscription. Une soirée un peu cool, hein. On va se faire une soirée à la French détendue. Hein. C'est toujours cool, détendu. Bah ouais. Et en plus on va faire un épisode live. C'est ça qui va être cool quoi. Ça y est, tu l'annonces officiellement? Eh ben voilà, on verra si on le coupe ou pas au montage. Mais voilà. Du coup, les gens verront l'envers du décor, c'est ça? Les gens verront l'envers du décor. Ça sera voilà quelques surprises, des invités de marque. Donc voilà, une soirée à la French pour se voir en vrai parce que YouTube c'est bien, mais le vrai c'est mieux. Alors ça sera à Paris pour la première. On verra pour ceux qui vivent en région. Mais en tout cas, ça va être sympa. Et puis Néon Noir, plein de gens se posent des questions sur Néon Noir. Ils verront ce que c'est quoi. Ils verront le... Bah, tant mieux qu'ils se posent des questions. Ça fait, tu vois, la légende. Il y aura la queue aux arcades, je pense. Là, pour le Time Crisis. Pour le Time Crisis, on va essayer de réparer la Time Crisis 3. Ah, le Scud Race là-bas. Ouais, les arcades, c'est robuste, mais c'est fragile. C'est-à-dire que tu vois, c'est très solide, ça pèse 400 kilos. Mais tu souffles dessus, elle s'allume plus. Voilà. La tech, c'est un peu comme ça. C'est un peu ça. Et donc justement, là, on vient sur notre épisode sur ce que l'IA change pour l'open source. Alors, vous êtes des contributeurs, des mainteneurs de projets, vous avez lancé des projets open source, vous connaissez bien ce milieu-là. Si on commençait par le constat de en quoi c'est cool, qu'est-ce que l'IA change en bien pour l'open source? C'est le mouvement du logiciel libre d'ailleurs. On va préciser du logiciel libre. Bah déjà, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il y a un truc quand même qui est cool, c'est que moi, je m'attaque à des trucs beaucoup plus gros parce que simplement, comment dirais-je, l'IA me permet de charger de contexte beaucoup plus vite. Je suis pas très fan je suis pas fan du tout, hein, des PRIA, toutes les PRIA que j'ai faites en mode désolé, c'est de l'IA, mais c'est pour aussi pas venir les mains vides. Ça n'avait rien à voir avec la vraie solution et tout, mais pour mettre un pied dans la conversation, je trouve ça vachement bien parce que simplement, ça permet de charger le contexte en disant « Ouais, mais là, ce que tu fais, c'est fait ailleurs. » En tout cas, ça s'améliore là-dessus, donc ça j'aime beaucoup. La page blanche, quoi. Syndrome un peu de démarrer. Ouais, parce que là où tu démarrais par une issue en disant « Ça marche pas » et puis t'en as pour une demi-journée, ça, à la limite, c'est le cas chouette, mais il y a plein de cas où tu sais que t'en as pour une demi-journée à comprendre ce qui marche pas ou le truc que t'as pas compris et du coup, tu démarres pas. Ou tu repousses. Mais avec ZML, est-ce que tu t'es donné une ambition plus grande maintenant qu'il y a l'IA pour le projet ZML en open source? Il y a enfin, oui et non. Disons qu'il y a des choses qui, avant, en fait, on aurait absorbé ou on aurait fait avec. Parce que pas le scope, parce que ça peut être une distraction, parce que c'est un peu, comment dire, un virage quoi, dans ce qu'on fait. On retient son souffle un peu si ça marche pas. Donc on aurait plutôt intégré. Là, il y a des trucs qu'on a dit, vas-y, tant pis, on le refait. On le fait refaire. Alors, ça fonctionne bien pour nous parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. Ça génère énormément de conneries. Mais ça excite tout le monde quand ça marche, si tu veux. Donc en fait, on se dit, tiens, on va réécrire, dans notre cas, un templater Jinja 2 qui n'a pas de spec, c'est l'enfer. De rage, un soir, j'ai dit vas-y, j'ai passé 2 heures et j'avais un truc qui marchotait.
Et du coup, c'est encourageant parce que ça change un peu la perspective là-dessus. Toi, JB, c'est toi, très cool. le positif de l'IA pour l'open source? Le côté positif, c'est que ça permet de coder plus. Ça te permet d'aller faire les choses que tu n'avais pas envie de faire et qui traînaient dans ton bas de catalogue. Ça permet aussi toutes les branches que tu as faites. Nous, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment sur VLC. On a fait plein de branches il y a très longtemps pour les produits, mais en fait, on n'a pas réussi vraiment à finir. Quelqu'un s'est dit à une objection et en fait, aller sur l'objection et réparer l'objection, ça va prendre beaucoup de temps. Là, tu te dis, allez, j'envoie Claude pour aller voir s'il est capable de faire. Donc, ça te permet d'itérer plus. Et le deuxième truc, un petit peu pour une certaine catégorie de logiciels open source plus SaaS, c'est qu'en fait, globalement, historiquement, l'open source et les projets libres sont pas très bons en design, en interface graphique, à faire des SaaS un petit peu, alors que là, tu vas pouvoir le faire. C'est-à-dire que tu peux générer des front-ends, et souvent dans l'open source, les gens qui font du front-end, il n'y en a pas beaucoup. Là, quand même, t'as quand même pas mal de templating IA qui te fait un front-end pas incroyable, mais au moins propre, quoi. Et plus le truc dégueu. Donc ça, c'est quand même assez cool. Design, produit, nouvelles features. Je vois que nous, ce qu'on utilise sur VLC, sur Kyber, c'est pas le même usage. Sur Kyber, pas mal, comme disait Steve, pas mal de prototypage. On veut tester un nouveau truc, on y va, on teste rapidement. Sur VLC, c'est pas mal de maintenance. Et puis nous, on fait pas mal de recherche en sécu, en fait, grâce au modèle d'IA. Parce que justement, l'IA, entre guillemets, comment elle arrive, alors, hormis le coût du compute, le coût des tokens. C'est gratuit, c'est infini, c'est gratuit, vas-y. C'est payé par les investisseurs pour l'instant. Mais il y avait quand même cette idée folle que l'open source va tout rattraper. On va pouvoir rattraper des projets closed source, le logiciel libre va gagner. Quand on recevait Samuel Pacou de Ladinum, il disait, grâce à l'open source, avec peu de développeurs, je suis capable de réimplémenter des briques open source, des agglomérer pour faire des vrais produits. Il y avait quand même cette idée que, certes, l'IA élève le jeu pour tout le monde, aussi bien pour les projets software un peu fermés ou ouverts, mais pour les projets ouverts, c'était une manne. Moi, je pensais vraiment que l'open source allait bénéficier énormément de l'IA. Il n'y a pas de free lunch, quoi. Il n'y a pas de free lunch. Il y a quand même un sentiment, quand ça se débrouille bien, de se dire « Ah merde, ça je n'y aurais pas été. » Tu vois. Mais après, mon expérience en tout cas, c'est que quand je lève le rideau, c'est... Disons que si je savais pas ce à quoi je m'attendais à la fin, je me mets dans la merde tout seul. Tu vois, on a fait l'épisode sur la dette. Putain, là, c'est de la dette en dizaines de pourcents, quoi. Donc, mais par contre, clairement, il y a un vrai côté. Si tu veux, sur l'open source, quoi, si tu sais vraiment ce que tu veux, il n'y a pas un côté forcément démultiplicateur de nombre de gens. En tout cas, moi, mon expérience, c'est pas ça. Par contre, il y a quand même un côté saut quantique sur la compréhension des choses et à minima le savoir ce qui est dans le champ du possible. Et donc, du coup, un petit peu créer momentum, quoi, tu vois, de l'inertie Rien que la doc. dans la team, quoi. Rien que la doc, c'est quand même cool. La doc générée pas. Non. En fait, c'est mieux que de pas en avoir. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, elle a une façon de parler et aujourd'hui, quand tu vois, c'est du texte généré par l'IA, les gens le sentent et tu te fais démonter, quoi. Ouais, mais c'est fini, mon code speaks for itself, tu vois, mon code parle... Ah oui, ouais. Tu vois, à la limite, quasiment, t'as plus besoin de doc. Parce que le mec qui va lire, il est capable d'envoyer le LLM pour aller analyser ton code pour te faire ta doc, en fonction de ton besoin, tu vois. Donc c'est de la doc, à la volée, mais c'est de la doc, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même... Ah, mais du coup, oui, comme il dit JB, tu aurais Curse, quoi. Du coup, il n'y a plus besoin de doc, tu vois. La doc, c'était une étape intermédiaire dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de de code. l'histoire. Il n'y a plus besoin de code. Mais oui, absolument. English to hier, et puis, tu vois. Moi, je pense que globalement, et ça, c'est mon point principal, c'est que l'IA va être un gros gain pour l'open source à moyen terme, d'ici 1 ou 2 ans. D'ici là, ça va être un peu sport. Ça va être un petit peu difficile parce qu'il va y avoir énormément de failles de sécurité qui vont être trouvées, donc ça va être un peu difficile à appréhender. Il y a pas mal d'outillage en fait qui va devoir s'habituer au PR, au triage, à l'open source. Mais tu vas pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire en open source, c'est-à-dire coder une niche. Tu vois, je fais mon soft de gestion de bande d'arcade, par exemple, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, avant, t'avais 2 mecs qui faisaient une sorte de shareware proprio. Je vais faire mon soft de gestion de plongée, je vais faire ce genre de truc qui c'était... T'avais jamais, en fait,
ça n'allait jamais être un projet open source sérieux parce que la communauté était trop faible. Aujourd'hui, et c'est comme on l'a dit maintenant avec l'IA, en fait, il n'y a plus de projets qui sont trop chers à faire. Donc déjà, on va avoir une explosion des petits projets open source sur des niches que tu n'avais pas avant. Donc ça, c'est très intéressant. Sur des projets, on va pouvoir faire des projets un peu plus ambitieux, c'est-à-dire que tu vas monter en ambition pour les gros projets. Et je pense que ceux qui vont vraiment être en galère, c'est les petits ou moyens projets propriétaires. Parce que eux, les failles de sécurité, elles seront toujours là. Parce que nous, là, dans l'open source, on va prendre très très cher au niveau de failles de sécu. Pendant 1 an, ça va être oh là là, catastrophe, on a trouvé une faille d'il y a 16 ans, d'il y a 18 ans, des machins, etc. Mais comme le code est là, tout le monde là va jouer en fait sur la sécurité et va tester sur l'open source. Et je pense que le niveau de sécurité des projets open source dans 1 an et demi va monter énormément, alors que ce que j'appelle des petits projets propriétaires, c'est-à-dire pas Google, pas Facebook, pas Microsoft, mais la masse de shareware qui sont devenus des SaaS, pas mal de boîtes de SaaS, même de la French Tech sur des trucs. Eux, ils vont pas avoir cette focalisation de tout le monde, et donc ça va être plus dur pour eux. Mais ça, c'est à moyen terme. Avant, je pense que ça va être un petit peu difficile parce que il va falloir gérer cet afflux de merge requests, d'issues, de personnes qui savent, et la plupart des projets open source ne sont pas du tout équipés pour ça. Mais justement, avant de parler des enjeux, des problèmes, il y a 2 études qui sont sorties. Alors, c'est pas récent, mais c'est intéressant. J'aimerais avoir votre avis. Il y a une étude, le DORA Report. DORA, c'était une étude sur la productivité des développeurs. Donc, c'est Google qui le finance. Et il montrait, aussi étrange que ça puisse paraître, parce que vous parlez des devs seniors. Quand tu disais, il faut savoir ce qu'on veut. Il disait que globalement, on mettra les chiffres à l'écran, mais globalement, les devs seniors regardent tout ce qui est prototyping, taper, tout ça, aller jusqu'à le prototype qui est fonctionnel, on gagne du temps. Par contre, dès qu'il faut vérifier la sécu, code review, refactorer, machin, à la fin, on perd de la productivité. Et il y a une deuxième étude qui est sortie, qui s'appelle l'étude METR, de juillet 2025, donc ça date d'1 an quand même, mais qui disait qu'ils ont fait une étude sur 16 devs seniors, et selon eux, ils perdent jusqu'à 20% du temps de productivité end-to-end. Tu vois, vraiment end-to-end, du début à la fin, par rapport à s'ils avaient fait la tâche sans IA. Est-ce que vous le ressentez ou... Alors 16, c'est un petit nombre, mais... Non, moi, d'expérience, je suis absolument pas du tout d'accord. Ouais. C'est pas du tout ce que je vois. Et surtout, mais ça, on en avait parlé, coder avec Codex d'il y a 1 an et Codex il y a 6 mois, code 4.5, 4.6, 4.7, le delta, il est monstrueux. Et surtout, toutes ces études, elles sont assez mauvaises. Désolé pour les créateurs de ces études. C'est qu'ils regardent le développeur dans son unicité. Or, la question, en fait, c'est combien de personnes ils n'ont pas recruté. Moi, ce que je vois, c'est que, et surtout avec les meilleurs devs autour de VLC et Kyber, c'est qu'en fait, un bon dev senior, c'est comme si tu lui donnais 2 stagiaires juniors à temps plein à côté de lui. Et en fait, ces gens-là, en fait, ils sont pas comptés dans tes métriques. Parce qu'en fait, quand tu comptes les métriques, tu comptes la productivité d'une seule personne. Or, la bonne maille pour regarder la productivité, c'est la maille de l'équipe. Et toutes ces études, elles ne font pas ça. Donc en fait, ce que je pense surtout, c'est que ça va permettre de faire avec 2 développeurs seniors et 2 juniors, ce que tu faisais avec quasiment 10-12 personnes. Et donc, en fait, il faut regarder la productivité de tout le monde. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt, ça augmente globalement de 30% la productivité. C'est ce que tu ressens. Moi, ça dépend des tâches. Je suis moins dithyrambique que ça. Ça dépend des tâches. J'ai eu des tâches où c'était assez bluffant et des tâches où, en fait, c'était bluffant 24 heures. Et puis après, il faut aller regarder, et là, c'est pas bluffant du tout. J'ai passé mon week-end dernier à justement déslopifier du code, et j'ai passé tout mon week-end, tu vois. Donc, parce que le truc... Alors après, c'est peut-être lié à Zig, c'est peut-être lié à ce qu'on fait, il peut y avoir plein de choses, mais en ça, Zig est un peu particulier, parce qu'il a des façons de faire un peu particulières, où tu vois qu'il a essayé de généraliser du code d'autres langages. De toute façon, moi je suis d'accord. En fonction des langages, j'ai pas du tout les mêmes résultats. Et on a essayé de l'assembleur avec tous les outils, c'est catastrophique. Tu vois, mais du coup, c'est un peu chiant. T'as passé tout le week-end, c'est ça, à corriger? Donc l'IA crée de l'emploi, en fait. Non, par contre, votez IA 2027 pour régler le chômage. Mais il y en aura des candidats IA. Et du coup, en fait, tu vois, c'est là où j'aime bien, même moi en tant qu'ingénieur, tu vois, c'est de dire que grâce quand même à ce slope, aussi slope soit-il, j'ai pu faire le screenshot qui allait bien, l'envoyer à la personne qui allait bien,
ce qui l'a excité. Et du coup, tu vois, ça a créé quand même de la valeur, même si après, il a fallu... Alors que la brique en question, je ne l'aurais pas faite, tu vois, en 2 heures. J'aurais fait autre chose, j'aurais pas fait ça. Là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tester. Alors, en plus, c'était un truc tout bête. Hein. J'ai dit, prends la version A, tu me fais la version B un peu différente. Bon, ça a marché, mais c'était horrible. Mais par contre, il y a quand même de la valeur qui est sortie. Et ça, c'est quand même très quantifiable, pour le coup. Donc les atouts pour l'open source sont les mêmes que les atouts pour le software engineering en général. Mais il faut bien comprendre que l'open source, c'est pas une silver bullet, c'est pas un truc qui va changer. Enfin, tu vois, c'est pas de la magie, quoi. C'est une façon différente de développer des logiciels. Donc, les gains, en général, que tu as sur les autres logiciels, tu as les mêmes. La différence, c'est que l'accès au code source te permet d'avoir une cinétique différente. Le fait que tu aies accès au code source te permet d'aller chercher les failles de sécurité de façon plus facile. Mais le revers de la médaille, qui est le revers positif, c'est que, résultat, tu as plus de gens qui regardent et, grosso modo, ça augmente le niveau de sécurité. Il y a quand même des sujets, là. Il y a des projets Next.js, je crois, qui ont des bots, qui sont les premiers répondants un peu aux issues, faciles à répondre, tu vois, pour la communauté. C'est censé faire gagner du temps au mainteneur, ça. Ouais. Pourquoi ça fait gagner du temps ? Parce que ça répond à un moment où un mainteneur n'a pas besoin de répondre sur des choses qui étaient faciles ou évidentes. Mais c'est jamais évident, enfin, c'est jamais simple. Enfin, tu vois. Il n'y a pas RTFM, quoi. Non, il peut pas répondre RTFM. Genre... Non, mais moi, je regarde dans mon workflow, tu vois, quand j'ai géré des gros projets, j'essaie de voir les moments où l'IA aurait pu vraiment me faire gagner du temps. C'est-à-dire pas forcément répondre, parce que après, t'en as, il met des métriques, genre le temps à la première réponse, tous ces trucs-là, mais ça, c'est des métriques complètement stupides. Par contre, il y a des vrais sujets, typiquement peut-être pour filtrer, et encore, tu vois, parce que souvent, en fait, une issue, t'as 2 catégories, pour moi en tout cas, hein, t'as 2 catégories d'issues, mais je m'en défaire à JB, c'est lui. T'as la bonne issue et la mauvaise ouais, issue, c'est quoi. ça. Non, mais t'as l'issue, t'as le bug obvious, auquel cas, ça c'est, j'ai envie de te dire, c'est facile. Parce qu'il y a le bug obvious, ok, la to-do est faite. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont le bug obvious, l'IA, pour le coup, peut les aider à faire, si c'est pas l'APR, dire bah voilà, j'ai une première draft qui marche pour moi, je suis débloqué, ça fait la conversation. Mais c'est pas là où, tu vois, pour moi, le temps est passé. Le temps est passé sur les PR, sur les issues qui sont pas obvious, qui sont des sujets de design, d'architecture, et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que pour ce type de bug-là, se pointer avec une pull request, bah souvent on se fait recevoir. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi ils se font recevoir pas très bien. Parce que c'est un problème qui est plus profond que juste le truc marche. Exactement. Et donc, ce que tu veux créer, c'est la conversation pour dire, bon, moi, j'ai ce problème-là qui a l'air d'être un problème de design, d'abstraction, d'architecture, etc. Il se manifeste sur mon use case. Comment on peut discuter, quoi. Et c'est vrai que l'IA, elle permet au minima, pour celui qui se pointe, d'avoir un peu plus de contexte sur dire, voilà, j'ai identifié ça, c'est un problème architecturel pour moi, voilà ce que mon exploit a donné, mais je ne la vois pas du côté du mainteneur, si tu veux répondre, bah ça va pas, ou ça va. Alors, ou peut-être ça va dire, bon, bah ton rebase, il est fait automatiquement, il y a des trucs comme ça, mais ça, ouais. C'est pas. C'est chouette, mais je veux dire, c'est pas le truc qui change. Sur VLC, par exemple, donc là, on vient de porter VLC sur Vega OS, qui est donc le nouveau OS d'Amazon pour les Fire TV Stick, et on vient de porter VLC sur WebOS, donc les télé LG. Et en fait, ça existe toujours ? Ouais, ça existe toujours. Les télé LG. Non, mais oui, mais WebOS. Ouais, bien sûr. Les télé LG, c'est WebOS. Mais la télé existe toujours ? Ouais. Mais LG même. Ils font pas que des lave-linges. Non, ils font quand même les meilleures télés en général. Hein. Ouais, ils font leur panel en plus. Ils font leur panel avec les très très bonnes colorimétries. Et en fait, quand tu portes VLC sur une nouvelle plateforme, à chaque fois, il faut faire une nouvelle sortie audio, une nouvelle sortie vidéo et une nouvelle interface. Coup, ouais. Et en fait, comme on en a fait tellement, parce que VLC c'est très modulaire, l'architecture elle est assez bien faite, l'IA, ça accélère, ça accélère énormément le code. Et puis surtout, donc ça c'est vraiment pour les petites features, c'est très, très, très cool. Tu l'as fait ? Vous l'avez fait là dans le cas de Vega OS et de... Ouais, bien sûr. Ah ouais, non mais la question se pose même plus en fait. Ok. Bah oui, cela dit. Tu vois, toutes les applis. Tu lui donnes le SDK, tu lui dis allez. Non, alors on est beaucoup plus précis, mais tu dis, bah voilà, le dernier sortie audio qu'on a faite, elle marchait bien comme ça, tu prends celle-là, voilà l'API, la nouvelle API, regarde ce dossier, il y a toutes les bonnes façons de faire, vas-y, bosse, quoi.
et ça te donne un premier draft et après tu le rework. Le deuxième sujet, c'est effectivement les PR qui sont plus complexes, qui sont sur les débats philosophiques. Très souvent, en fait, tu as une discussion, tu as quelqu'un qui fait « moi, je le ferai comme ça », il y a quelqu'un qui passe un mois, un mois et demi, 2 mois, voire des étés entiers avec le Google Summer of Code, et à la fin du Google Summer of Code, on regarde et on fait « tu sais quoi ?» Ça va pas du tout. Et là, c'est catastrophique. Tu démotives la personne, mais en même temps, en fait, le résultat, c'était pas ça qu'il faut faire. Alors que là, en fait, on a déjà, pendant la sélection en ce moment du Google Summer of Code, on a déjà des gens qui ont fini leur Summer of Code, ou en tout cas leur prototype, et on sait déjà qu'en fait, c'est pas la bonne façon de faire. Et donc, en fait, ça permet d'itérer sur la page blanche. Et là, notamment, il y a 2 personnes qui sont en train de reprendre toutes les MR ouvertes de VLC et voir lesquelles on peut rebaiser, etc. Ça, c'est le réchauffement climatique. Si le Google Summer of Code est fini en mai, c'est que le réchauffement climatique... Et puis Ça y est, ouais. La récolte se fait 2 mois plus tôt cette année. C'est quoi cette histoire? Et de refactoring. Par exemple, nous, on a eu, notamment sur les ports mobiles, tu vois, les UI VLC sur iOS, sur Android, c'est vraiment difficile, avec une certaine fragmentation. Là, quand même... Vous arrivez à... Bah ouais, parce que tu vois, par exemple, sur la codebase VLC iOS, c'est à la fois la codebase pour iOS, pour tvOS, pour l'iPad. Et tu vois, c'est sur 15 ans, il y a une partie qui est en Objective-C, il y a une partie qui est en Swift. Putain, là, t'arrives, tu fais, non, review, ah oui, et VisionOS, vas-y, refais les vues, etc. Donc, pour moi, c'est assez positif là-dessus. C'est vraiment le côté pas mal, mais... Et c'est un gros mais, c'est que ça marche bien pour une équipe comme VLC ou Kyber, qui sont des équipes de gens qui savent faire de l'open source, qui ont toujours travaillé ensemble comme ça, qui sont de taille, alors on va dire petite, mais assez grosse pour l'open source, une 20aine de personnes, et qui savent collaborer ensemble tout en ayant un code assez modulaire, parce que c'est toujours un truc que j'ai vraiment forcé sur tous mes projets, d'avoir un truc très modulaire, donc ça permet d'avancer, d'être débloqué. Ça, c'est très efficace, et moi je pense que le gain, il est plus qu'à quelques pourcents ah oui, là-dessus, de performance. Okay. Non mais je trollais un peu sur les télés, mais on a quasiment jusqu'à 10% des gens qui nous regardent sur une Smart TV, donc bonjour. Sur une Smart TV. Tu veux dire sur YouTube en télé? Ouais, sur YouTube en télé. En fait, c'est sur une télé, si tu veux, où l'image a 200 ms de retard sur le son, puisqu'elle est smart. Tu vois, c'est le buffer Android. J'ai des cicatrices. Alors, tu es méchant, parce que maintenant, Android a une API qui s'appelle A-Audio, comme Android Audio, qui est donc celle qui a remplacé Audio Flinger, Audio Track Java, Oboe, et qui est vraiment bien et qui a vraiment pas de latence. Et voilà. Qui met 200 millisecondes de retard sur la vidéo pour rattraper l'audio. Ah, c'est ça. Exactement. C'est ça la zéro latence. Quand tu regardes ton foot et donc je suis le premier à adorer cracher sur les API de Android, mais Android, enfin, mais il faut avoir la dernière version, a quand même une bonne API d'audio et une bonne API vidéo. Je ne reproche pas Android, hein. Notez que je reproche à saloperie de Mediatek ou je ne sais quoi, là. Non, c'est de la faute d'Android. Leur chip à 20 MHz. C'est de la faute d'Android, c'est parce qu'ils n'avaient pas fait leur CTS, c'est parce que leur API de base était... Ouais, c'est ça. Revoir d'ailleurs l'épisode avec Gaël. Donc, regardez le foot sur une Smart TV, ça vous permet d'entendre les buts chez vos voisins avant de le voir chez vous. Ce serait pareil pour les chips, tu vois. C'est bon. Attends, c'est qui a marqué, tu vois? Qui sait pas. Et donc là, tu vois, t'es content. Ça n'a rien à voir avec la Smart Télé, avec... Tu sais, mais on aime bien troller. On aime bien troller. Dernier point un peu potentiellement positif, j'ai vraiment essayé de trouver tous les points positifs, mais je ne sais pas si vous avez vu une discussion entre Peter Steinberger, donc le créateur d'OpenClaw, et Andrei Karpathy, tu vois, donc l'ancien ingénieur d'OpenAI, vraiment, qui fait des cours super sur les LLM, enfin vraiment, qui est assez influent sur le sujet. Ils ont une discussion sur Twitter où Peter Steinberger lui dit « Est-ce qu'on ne peut pas changer PR, tu vois, pour pull request, est-ce qu'on peut pas le transformer en prompt request ?» En gros, il dit, plutôt que de faire une PR avec du code, une discussion, attends, laisse-toi pénétrer par l'idée dans un premier temps. Ok, je peux laisser pénétrer par l'idée. Un believer. Non, un prompt request. En gros, ce qu'il dit, c'est que ça permettrait de démocratiser potentiellement la contribution open source, parce que déjà, le code est potentiellement généré par l'IA, donc ça sert à rien de s'emmerder à l'écrire ou à le montrer. Et deux, l'idée, c'est que ça permet à des gens d'avoir que l'imagination, le cas d'usage, le cas métier, le cas, pour ensuite que le contributeur, le mainteneur se dise « Ok, c'est intéressant, je le code moi-même à ma manière avec l'IA. » Tu sais, il y avait ça me rappelle un débat qu'on avait, tu vois, tu as fait aussi du parachute. Oui, c'est toi qui m'as mis au parachute d'ailleurs. Oui, voilà. Et quitte à être entrepreneur, autant faire de la chute libre en contrôlé.
Et il y avait ce débat à l'époque qui était de dire, enfin peut-être qu'il existe toujours, cela dit, mais je ne suis plus, qui était de dire, est-ce que en fait, il faut que ce soit un sport, en l'occurrence, qui se démocratise? Donc en fait, est-ce qu'on doit le rendre plus facile d'accès? Donc c'était le grand débat à l'époque sur ce qu'on appelait l'ouverture automatique versus la progression accélérée en chute. L'ouverture automatique, c'était quand tu te jettes d'un avion comme une merde à 1000 mètres, etc. Comme les militaires, quoi. Quand ils sautent, le parachute s'ouvre automatiquement. Et ou donc tu apprends à sauter. La progression accélérée en chute, la PAC, où tu démarres directement à 4000 mètres et tu démarres directement en chute libre. Et il y avait ce débat, en fait, qui était de dire, oui, mais en fait, est-ce qu'on veut qu'il y ait juste plus de gens, mais entre guillemets, hein, bien sûr, moins motivés, ou en fait, est-ce qu'on veut garder une certaine barrière à l'entrée, quelque part, pour que finalement, ce soit les gens motivés qui, un petit peu, surpassent ce truc-là. Alors évidemment, la réponse, il y avait ceux qui disaient la PAC, c'est le truc de élitiste. Voilà, non, justement de touristes. De touristes, tu vois, ouais. parce que tu commences direct, tu vois, tu vas pas le chercher, tu vois, alors qu'en OA, il faut plus de temps. Parce que, juste pour le contexte, la PAC, donc, c'est pour apprendre à sauter en parachute, sur un épisode sur l'open source, hein, mais voilà, on y va. Non, mais voilà, et tu sautes, et c'est un plus cher déjà, c'est plus cher. C'est parce plus que cher. tu sautes avec 2 moniteurs dans un premier temps, puis un qui te tient, puis ensuite, au bout du 4e, 5e saut, tu commences à être tout seul. C'est un peu le luxe du parachutiste. Normalement, si tout se passe bien, le 7e saut, tu le fais Voilà, 100% le tout 7e seul. saut, tu le fais tout seul. Voilà, donc il faut savoir que quand on fait du parachute, on a fait 7 fois 40 secondes de chute libre, donc 280 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Après, vous êtes tout seul. Hein. Ça va vite. Mais comme quoi, on apprend vite quand on veut. Et l'autre, en gros, tu sautes tout seul dès le début. Dès le début, tu sautes avec d'un avion une tout sangle, seul. ça s'ouvre, et en fait, tu montes les temps de chute libre de plus en plus. Et ça, pour les Parce que parachutistes, l'objectif, en fait, les vrais font ça. c'est Quoi. d'être toujours, en fait, ce qui est important dans le parachute, c'est quand tu ouvres le parachute. Voilà. Avant, tu fais n'importe quoi, on s'en fout. Mais quand tu ouvres le parachute, tu dois être face sol et donc stable, c'est-à-dire pas ce qu'on appelle en autorotation. Et donc, il y avait ce débat, en fait, donc voilà, les pros, les contre. La vérité, c'est que la vérité est au milieu. Et en fait, moi, ça me rappelle beaucoup ce débat, ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de gens, entre guillemets, évidemment à l'échelle, Qui contribuent. moins qualifiés, machin? C'est quoi la barrière à l'entrée? Est-ce qu'il faut quand même être un peu motivé? Parce que, pour prendre l'exemple du parachute, les gens qui arrivent au brevet, si tu veux, où tu peux sauter à plusieurs, ce qu'on appelle le brevet B2, en fait, ça chute énormément. Une fois qu'ils ont fait leur PAC, ils arrêtent, quoi. Il y a peu de gens qui continuent, alors qu'avant, il y avait en proportion plus de gens qui continuaient. Donc, c'est pour moi toujours l'argument. J'ai pas la réponse, hein, mais c'est ça, en fait. Tout ça, non, mais... c'est ça. Non, mais c'est ma façon de réfléchir, c'est-à-dire, je suis pas fermé dans l'absolu. Moi, par contre, de mon point de vue, ça me paraît extrêmement inefficace parce que, en fait, à chaque fois, et c'est comme l'argument du coup de la chute libre, c'était de dire oui, mais tu peux pas t'abstraire, même si tu as les manières d'y arriver sont différentes. Pas t'abstraire de comment ça fonctionne, si tu veux. Et donc, moi, ce qui on va dire, me caresse un peu dans le mauvais sens du poil avec les prompt requests, c'est qu'il y a une déconnexion complète de comment ça marche, au point où, en fait, on s'en fout. Et moi, je m'en fous pas, quoi. Tu vois. Et surtout, c'est pas que je m'en fous pas dans le sens... peut-être que c'est ça, mais moi, c'est pas mon avis, au sens que ça m'intéresse... Tu vois, le craft, le machin. C'est juste que je sais que quand on s'en fout, je sais ce qui se passe. Et j'ai 25 ans d'expérience pour savoir ce qui se passe quand on s'en fout. Donc ça touche un petit peu à la fondamentalité même, pour moi, de ce qui est le software engineering, c'est-à-dire est-ce que c'est un outil, enfin un moyen ou une fin. Évidemment, c'est ni l'un ni l'autre, c'est entre les deux. Mais c'est l'expérience c'est Jiro Dream of Sushi, où il te faut 2 ans à faire le riz. Ouais. Tu sais, avant de toucher le poisson, tu vois. Et il y a tu vois, et pour moi, il y a quand même de la valeur à ça, dans le sens où peut-être pas aller jusqu'à ce niveau-là, mais si tu veux, tu n'es pas prêt à toucher le poisson. Tu n'es pas prêt. En fait, moi je le vois différemment, c'est que en fait, on passe notre temps à dire en entrepreneuriat, l'important c'est pas l'idée, c'est l'exécution. Et c'est quand même, c'est vrai. Enfin, tu vois, on ferait l'exemple. Je suis sûr que on peut trouver 10 idées de start-up en 1 heure. Et des idées, moi j'ai fait pendant très longtemps, je faisais tous les soirs avec ma femme, on sortait une nouvelle idée de start-up à peu près sérieuse, c'est pas très dur à faire. Donc là en fait si c'est juste du prompt, tout le monde est capable de faire du prompt, nous aussi on est capable de faire du prompt en tant que mainteneur. Donc en fait, tu peux pas, si tu fais juste du prompt, tu vois,
c'est grosso modo, j'ai une idée, j'ai codé l'idée. Ouais, mais en fait, la plupart du temps, en fait, tu sais, les gens qui sont derrière le soft, ils y ont déjà pensé. S'ils le font pas, c'est parce qu'il y a une raison architecturale, etc. Donc pour moi, c'est... Et puis surtout, ça reste une pull request. En fait, que tu les promptais ou que tu les réfléchis, moi, ce qui est très important, c'est que les gens, ils s'approprient en fait le code qui a été fait. C'est ça. C'est qu'en fait, j'en ai rien à faire si tu l'as fait en demandant à ton chien, en payant une armée de personnes qui sont en outsourcing ou que c'est toi qui le fais, ou avec l'IA. C'est pas mon problème. L'important, c'est que tu comprennes ton code et que tu sois capable de le défendre. Et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on va en reparler, mais par exemple, nous, on a une politique sur l'acceptation des tools IA dans Vidéolan qui n'est pas une politique complètement contre ou complètement pour, mais qui est justement, en fait, qui est de la responsabilité individuelle des gens qui apportent du code. Et c'est ça qui est important, c'est que fais tes prompts si tu veux, c'est pas mon problème. Sauf que quand tu viens me parler, tu me présentes un truc construit pour pas me faire perdre mon temps. Donc là, leur débat pourri là, de est-ce que j'appelle ça prompt request, merge request, pull request, je m'en moque. Mais juste, tu respectes mon temps. Mais justement, c'est un peu, je suis un peu d'accord, c'est de la branlette un peu quand même. Ouais, franchement, quand tu vois la discussion, on dirait deux barons de la tech. Non, mais ça me fait genre, tu sais, les philosophers, tu vois. On va penser 5 steps ahead, tu vois. Mais j'aime beaucoup ce que dit JB et je vais te le piquer. Hein. Non, c'est copyrighté. Attends, t'es gentil, tu me piques rien comme ça. Il n'y a plus de copyright à l'heure de l'IA. C'est le domaine public de Hello French. Donc, non, mais tu vois, j'aime beaucoup le terme que tu emploies de défensabilité, en fait. C'est que moi, ça m'est arrivé à ZML de gueuler parce que on discute d'un truc qui a été fait par une IA et du coup, quand je pose la question, on n'est pas capable de me répondre. Bon, bah là, c'est la chasse instantanée, tu vois. Non, mais parce qu'en fait, on perd notre temps. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'on avait dit sur l'épisode. En fait, il faut pas faire du vibe coding, il faut se faire assister en code par l'IA. C'est-à-dire que moi, j'arrive, quand j'utilise, je suis assez précis. Je veux une classe comme ça, je veux que tu fasses comme ça. Non, j'ai pas compris, split ta fonction. Et donc, ça veut dire que tu as fait de l'appropriation, voire de l'incarnation du code. Allez, ça y est, je l'ai posé. Un mec super. Mais en gros, c'est comme toujours, aussi bien pour les artistes, pour le code, c'est... En gros, les gens ne veulent pas du généré par l'IA, ils veulent du généré peut-être avec de l'IA. C'est vraiment le... Comment dire, quand tu prévois quelque chose, quand tu dessines un chemin, si tu veux, ce qui est important, c'est pas juste de faire le chemin, ce qui est important, c'est les informations que tu utilises pour faire ton modèle du monde. Et donc, ces informations, tu peux pas t'en abstraire, tu vois. Si l'IA l'a décidé, l'IA ou n'importe quoi d'ailleurs, il se passe quelque chose pour une petite raison qui est différente de celle que tu pensais, ça peut invalider complètement ton modèle du monde, ton programming model, ton plugin model, ce que tu veux, n'importe quoi. Ça a des conséquences réelles qui font que tu vas te manger le mur et tu pourras pas taper plus fort en espérant que ça passe. Et donc, le fait, c'est pour ça que j'aime bien ce terme de défensabilité, c'est-à-dire que tu vois, on peut piquer des trous. D'ailleurs, que ce soit avec un humain ou avec de l'IA, hein, c'est pas le sujet. Mais en fait, on peut affiner le modèle du monde et on peut comme ça explorer et dire, bon, maintenant qu'on a une meilleure compréhension du monde, une meilleure compréhension de la problématique de kernel, GB10, machin truc et tout, est-ce que le kernel GB10, il est lent parce que il est lent, le GB10 ? Est-ce qu'il est lent parce que c'est le compiler qui est pourri, tu vois ? Et suivant, pour X raisons, et suivant la cause, c'est pas la même solution immédiate, mais c'est pas la même trajectoire de boîte, tu vois ? Tu mets pas les poids aux mêmes endroits et tout. Et donc, si on jette le truc en disant, bah écoute, on s'abstrait de la compréhension, on s'intéresse que aux résultats et on le brute forçant de plus en plus, ben moi, ça me frotte un peu dans le contresens du poil, d'autant que je suis avec attention le compte d'FFmpeg et en fait, tu vois, même moi, mes abstractions que j'avais avec lesquelles j'ai grandi, en fait, tu vois, que les compilers, globalement, ça marche. Putain, tu lis FFmpeg, tu dis ça marche pas. Nous ne trollons jamais sur ce compte de Twitter. Mais tu veux que je te dise, parce que nous, c'est un gros sujet en ce moment, c'est, on se rend compte de l'état catastrophique des compilers GPU. Et quand je dis catastrophique, c'est terrible. Tu vois ce qui se passe. Attends, pendant 6 versions majeures, il y a 2 mecs de LLVM qui ont essayé, en prenant les fonctions qu'on avait optimisées pour David, de les améliorer dans l'LVM. Et ça leur a pris des années. Effectivement, quand tu regardes, mais en fait, il faut donner un exemple. Il y a eu tout le débat avec Ravid aussi.
pour moi, il y a un deuxième point. Donc ça, c'était le premier point de défensabilité. Le deuxième point, c'est ça dépend. Un tool open source. Non, mais It depends. Tu vois, ouais, mais toujours, en fait, c'est pour ça que un putain d'ingénieur. leur bataille là, de coq débile sur Twitter, parce qu'ils ont besoin de troller, très bien. Mais si tu fais un soft qui est un soft fondamental d'infrastructure, qui va tourner sur l'ensemble des machines, parce que c'est de l'infra kernel Linux, c'est du XZ, c'est de la décompression, c'est une bibliothèque quick, et tu vas avoir des centaines de millions d'utilisateurs. Ou si j'ai fait mon soft open source de gestion de bornes d'arcade où il y aura 4 utilisateurs, dont Steve, c'est pas le même impact, tu vois. Je veux dire, si je me plante sur l'UI, ouais, c'est pas très grave, tu vois. Donc je peux accepter un peu plus des high slope parce que c'est utile, etc. Donc en fait, il y a pas une réponse. Et donc c'est pour ça que c'est ça, exactement. C'est ça que j'aime pas, c'est que c'est pas binaire. C'est pour ça que c'est pas important que tu l'appelles pull request ou merge request ou prompt request ou ce que tu veux. L'important, c'est ta tambouille, mais toi, ce que tu soumets au projet, en fait, c'est le filtre de qualité. Et en fonction des projets, l'exigence de qualité et de performance et de feature, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Soit tu fais plus de performance, soit plus de qualité, soit plus de feature. C'est un triangle, tu peux pas équilibrer les trois. Donc, c'est pas la même réponse. Et donc, une fois de plus, la façon de faire, ça doit jamais être dans le naming. Oui, mais c'est clair. Avec les LLM, le français ou l'anglais est un langage de programmation. Voilà, c'est tout maintenant. Mais c'est faux. Mais c'est absolument faux. Parce que ça serait un langage de programmation si quand tu posais la même question, tu aurais toujours la même sortie. Le principe... ça, tu peux. C'est pas le cas, mais techniquement, on pourrait. Nous, on a des trucs là-dessus. Ouais, il faut être vraiment, vraiment, vraiment très précis, à tel point que... Alors oui, non. Quand je dis même question, même réponse, je parle token égalité. Hein. Non, je te parle code généré. Je pose la même question. Pour que tu dises que c'est un langage de programmation, c'est que le même code produit la même sortie. Non, mais ça, on sait faire. Ouais. Pas avec des tokens as a service. Ouais, on veut la démo. Mais non, mais globalement, alors si on veut parler un peu des sujets, il y a ceux qui se tripotent avec les bits for bit equality. C'est pas tellement l'important. L'important, c'est la détokenisation. Ouais, mais sauf que là, c'est du langage compilé après. Donc. Non, ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire en open source. En API, ils le font pas. Mais techniquement, on pourrait le faire. Nous, on a des travaux là-dessus. Non, parce que c'est pas un langage de programmation encore. Donc. Mais je suis d'accord. En tout cas, je pense que c'est un langage de programmation qui est un peu faible. Non, mais c'est la slide de Karpathy, justement, à Startup School de Y Combinator, où il dit le code 1.0, c'était du code binaire qui s'exécute pour des programmes, des applications. Ensuite, tu avais les poids. Le code 2.0, c'est tu fais des poids et ça design des réseaux de neurones. Et le code 3.0, c'est du langage naturel qui design des LLM, qui design les... Mon problème, mon problème que j'ai avec ça, c'est que pour moi, le langage naturel, c'est pas une très bonne description de ce que je suis en train de faire, quoi. J'ai beaucoup de mal, des fois, quand je prompte... Mais on le voit quand tu parles. Non, mais c'est important, c'est hyper important, c'est que... Non, mais bien sûr. Non, mais oui. Moi, on me dit souvent, JB, t'es hyper précis sur tes mots, mais en fait, c'est difficile. Ça prend beaucoup de temps. Si tu passes plus de temps à crafter tes mots, finalement, tu t'es mis à programmer. Le truc, en plus, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une perte d'information, si tu veux. Le problème que j'ai, moi, par exemple, dans les cas avec DIA un peu avancés, c'est que le contexte est tellement élevé de ce que je cherche à obtenir, de ce que j'ai chargé, etc., que quand je le redescends en langage naturel, c'est pas terrible, quoi. Et par contre, quand je pars de zéro et que je le laisse justement créer son contexte, tu vois, en le laissant se démerder, machin, là, ils se débrouillent tous. Enfin, ils se débrouillent. On arrive tous les deux à un truc cool, tu vois. Mais sur les trucs vraiment qui me prennent la tête, même moi, tu vois, quand je dois l'expliquer à quelqu'un d'autre ou quand je dois faire une issue, tu vois, quand j'ouvre une issue il y a un truc qui marche pas, mais alors là, on a eu le cas, par exemple, avec la gestion des flots de 128, tu vois, dans LLVM. Ah, voilà. Et la gestion... Alors, non, ça doit piquer ça. Ah, putain. En fait, c'est genre, en gros, pile tu perds, face tu perds. C'est-à-dire que, tu vois, c'est... façon, alors attends. Au-delà du FP4, au-delà des flots de 80, c'est ça. Mais alors, du coup, gestion des flots de 128 dans LLVM, sur macOS, sur Darwin, ARM64. C'est ça, bonne qui, chance. Du coup, en fait, n'existe pas. Du coup, il y a le patch, il y a le code dans LLVM qui dit ici Darwin, 64 bits max. Donc, mais ça fait qu'à la fin, moi, mon code, il compile pas, si tu veux, du tout. Parce qu'il dit, non, j'ai pas je sais pas quoi, tu sais, les intrinsiques et tout, machin. Et ça, si tu veux,
l'IA nous a aidé vachement à aller dire, oui, là, il y a un if. Ah, ça c'est cool. Mais par contre, quand on a ouvert l'issue, en l'occurrence, c'était en plus combiné à un autre bug dans LLVM qui est ouvert depuis 2011. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, ça compile pas. Et tu dis, ouais, mais c'est parce que moi, ma release, elle marche pas, du coup, là. Il n'y a pas de release, du coup, parce que ça compile pas. Et en plus, donc, tu tombes sur une issue de 2011, dans LLVM, encore ouverte. voilà, où il y a un mec en 2025 qui dit, ça fait longtemps, là. C'est pas fixé. Et quand on a dû synthétiser, si tu veux, ça, en l'occurrence, aux gens de Zig, il y avait tellement de contexte de dire qu'en fait, c'est l'association de compiler RT Zig avec compiler RT LLVM dans le cadre Flow 128, machin. Tu vois, c'était tellement chargé en contexte que si t'as pas vécu l'après-midi avec nous, c'est dur. Alors, si je devais en plus te donner à une IA, alors là, c'est compliqué. Mais ça, tu vois, c'est des problèmes qui prennent du temps, du coup. Moi, j'ai vraiment essayé. Qui nous ont pris du temps. J'ai vraiment essayé de trouver tous les points positifs. Allez, il y en a plein, et négatifs. Bon, les points négatifs, il y a quand même Gilles, l'éléphant au milieu de il va la se faire pièce. plaisir. Je suis pas un éléphant, t'es mignon, quand même. Après, un peu Gilles. Ouais, mais c'est bon. C'est bientôt le summer. Je vais travailler mon summer body. Ça dépend sur quoi. Hein. Mais non. Non, je plaisante. Qu'est-ce que je voulais dire oui, non, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est le AI slop sur les mainteneurs. Enfin, toi, JB, vous avez maintenu des projets, mais VLC, tu dois le voir encore plus. Déjà que les mainteneurs, ils étaient en burn-out 1.0. Avec l'IA, ils sont en burn-out 2.0. Enfin, Alors, nous, en fait, sur VLC, et ça a été une stratégie il y a longtemps. On n'envoie aucune contribution. On envoie des fucks. Mais exactement. Exactement. C'est que déjà, on n'est pas sur GitHub. On n'est pas sur GitLab. On est sur notre propre instance. Faut venir frapper. Non, mais déjà, tu veux voir mon Git, tu vois. Le deuxième truc, c'est que, en fait, on a une CI de barbares quand même, hein, qui compile, je crois que entre les combinaisons, c'est 39 architectures. Sinon, ta merge request, tu peux même pas la soumettre. Donc en fait, déjà, ça te calme. Et ensuite, nous, on a un système de bot, pas par IA, mais un bot de très longtemps, qui détecte si tu as déjà compilé sur VLC, si tu as déjà contribué sur VLC, et te donne des informations, pas en IA, mais pas contextualisées, en disant « Est-ce que tu as bien pensé à… » et tu donnes le lien sur la checklist. Donc déjà, tu vois, donc les gens qui arrivent en ESLOP, et puis ensuite, obvious flop, close. Add copilot, fix JB's comments. Et tu vois, et déjà, close quoi. Donc déjà, non, mais attends, t'es un nouveau contributeur. T'es un nouveau contributeur. Tu vas te faire marave. Mais quand je me fais marave. Et en fait, ça passe très bien. Et en fait, lui, il est en mode sushi. Tu touches pas le poisson pendant 2 ans. Non, mais en fait, ça passe très bien. C'est qu'en fait, c'est très bien. Mais c'est une question de politesse. C'est très bien expliqué. En fait, on te dit, en fait, voilà, pour les premiers contributeurs, avant de nous lancer une request, on vous conseille de venir nous parler. Tu vois, un truc comme ça. Même un readme. Allez, un readme. Mais même un readme, il n'y a rien à faire. Un readme, une typo dans un readme. Non, mais c'est close. Non, mais d'une manière générale, te pointer dans un repo que tu connais pas, surtout des gros projets, tu vois, qu'on beaucoup d'inertie avec une pull request, c'est, on va dire, pas. C'est bold, quoi. Non, mais c'est 2 fois sur 3, c'est pas la bonne façon de faire. Et donc, parce que tu te pointes dans une soirée où tu connais personne et tu dis c'est comme ça que ça marche. Les gens te disent t'es gentil, mais donc en fait, nous on habite là. En fait. C'est une question de ton et en fait c'est une question de ton. C'est une question de ton. C'est une question et en fait très souvent ça nous arrivait. C'est un étudiant, c'est un etc. Ah c'est une bonne idée. C'est pas que ça comme on voudrait les faire. Et puis on a vu que tu as utilisé de l'IA parce qu'il y a un point MD etc. On veut pas d'IA. Essaye de comprendre ton code, de le soumettre. Tu closes la merge request et c'est très rapide. Et on a même quasiment un bot qui est capable de détecter ça et ça va très bien. Pareil, les issues. Enfin, tu vois, même remarque. Une issue, de toute façon, c'est simple. Une issue qui est longue, tu la closes. Parce qu'en fait, les gens, ils écrivent pas des issues longues. Donc, enfin, tu vois, c'est clairement. Et les tons de phrases. En fait, tu prends pas trop la tête. Et franchement, avec ça, tu vires. En tout cas, nous, on vire 90% du slop. Puis après, il y a 10%. En fait, finalement, c'est peut-être pas mal. Et alors là, quand c'est pas mal, tout de suite, on dit, tiens, tu devrais faire ça, etc. C'est tout à fait gérable. Il faut pas avoir peur de dire non, comme d'habitude. Il faut bien documenter ton projet, c'est clair, et avoir une bonne architecture. Avec le ton, comment dirais-je, ça va avec le ton aussi du projet en lui-même. C'est-à-dire que, tu vois, si tu as un truc où tu dis, tu vois, quand Linus, il insulte tout le monde, ça fait presque marrer les gens, peut-être pas pour celui qui est du mauvais côté de la barrière, mais il y a aussi un ton, et ça aussi, c'est un sujet dans les communautés open source tout court, c'est que, c'est pas évident quand tu vois, tu veux être sympa, enfin,
tu vois ceux qui ont été burnés par le truc où en fait à la fin ils essaient de faire plaisir à tout le monde et en fait à la fin ils font plaisir à personne, ils sont surchargés et ça crée des situations un peu particulières où quand tu as des projets comme je sais pas quel âge ça a maintenant VLC mais plus de 25 ans où tu dis bah non. Et en fait les gens disent OK. Mais ta métaphore, Tu vois. Non, mais ta même, métaphore, même pareil, la façon de dire non, c'est pas non, quoi. C'est, en fait, on aimerait bien, on pense que c'est pas la bonne façon de faire. Enfin, tu vois, c'est sûr que là, je te le dis non, mais en fait, c'est dire. Non, mais après, bah, c'est non. compliqué, tu vois, quand t'as des... Enfin, je veux dire, après, on fait l'open source, mais il y a des fois, tu vois, c'est quand même complexe. Avant, d'ailleurs, l'AI, c'était complexe de... moi, ça m'arrivait de... Tu vois, je faisais pourtant un effort et tout, tu vois. Mais il y a des fois, en fait, tu dis, non, mais là, les gars, ils débarquent, ils te font des PR, tu vois, qui sont des fois grosses, donc ça fait chier, parce que, tu vois, à l'époque de l'AI, il n'y avait pas le... Mais ça va pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est pas du tout ce que tu voulais. Une fois, deux fois, le type il s'énerve parce que il comprend pas que tu lui dises non. Bah, c'est pas grave. Ah bah oui, non mais c'est relou parce que du coup Ouais, tu mais, vois. ouais, mais sauf que tu vois, c'est ce que j'ai toujours dit sur VLC. VLC, et j'explique à chaque fois, quand quelqu'un vient contribuer sur VLC, statistiquement, il va pas rester. C'est clair, le corps de VLC, c'est 10 personnes. Il y a plus de 1000 contributeurs, c'est 1% des gens. Donc, la personne qui arrive, et donc, bah, la qualité, elle est hyper difficile à l'entrée. Le code, il doit être d'une certaine qualité. C'est une des raisons, par exemple, pour laquelle on utilise du C. C'est beaucoup plus facile de checker la qualité du C ou la mauvaise qualité du C. On va pas troller sur les langages tout de suite, mais c'est un langage qui est assez simple. Finalement, il y a 29 keywords. Et donc, tu arrives et tu fais, bah non, ça, on sait que ça marche pas, ça, on sait que ça marche pas, etc. Et tu as plein de checks que tu as pris. Mais on revient sur le problème. Si tu comprends ce que tu as fait, tu owns ton code. Et là, par exemple, on a eu effectivement plein de merge requests. Comment tu fais pour les drive-by si les gens, ils débarquent, tu vois, ils viennent juste faire une contrib et après, ils se tirent. Bah alors là l'incentive du slop, elle est fois 12 000, en fait. Et ben ouais, mais justement, par exemple, nous, ça nous arrivait. Parce qu'il y a une asymétrie, tu vois. En ce moment, par exemple, Félix, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des anciennes merge requests plutôt intéressantes en termes de features qui ont mal été faites et il réutilise l'IA. Mais comme lui, c'est un développeur VLC depuis 25 ans. Ça, c'est une bonne idée. Il reprend, et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est reprendre des anciennes merge requests, on reprend plein de trucs. Moi, je faisais ça pendant très longtemps, en fait, les gens, quand ils disparaissaient, au bout de 3 mois, je reprenais leur merge request, je gardais leur authorship, parce que je m'en fichais, j'avais déjà N milliards de commits, et je faisais ça. Sauf que là, il le fait avec de l'IA, et donc c'est bien. Mais il faut, si jamais tu commences à te compromettre sur ta qualité, tu t'en sortiras pas, parce que tu vas massacrer ta dette technique, et surtout, tu donnes un mauvais message. Donc, utiliser de l'IA, d'accord, mais tu maîtrises ton code. Tu dis c'est une question de ton. Tu parlais de sushi, tu vois. Et ben voilà, c'est une question de ton. Tu touches pas le ton avant. Mais peut-être que c'est l'âge, les gars. Mais moi, plus le temps passe, en fait, plus je me rends compte que c'est vraiment une histoire, 100% de ton. C'est comment tu te pointes. Tu te pointes dans des univers que tu connais pas, avec des gens dont c'est le quotidien de vivre avec ce truc-là. Il y a une forme de à Rome fait comme les Romains. Tu vois, et du coup, parce que eux, ils sont coincés après. Tu vois. D'ailleurs, ça me fait rire, ça n'a rien à voir, mais c'était une anecdote politique. Alors, je me souviens plus, c'était quel homme politique, mais ils voulaient mettre faire du ferroutage. En gros, ils voulaient que les camions arrêtent de passer sur les routes nationales en France. Et il était allé voir la CGT conducteur, là, il leur a dit, bon, comment je fais pour mettre tous les camions en Belgique sur des trains pour aller directement en Espagne, tu vois? Combien de temps ça prend, combien ça coûte, tu vois? Et il racontait, je ne sais plus quel homme politique. Et il y a le directeur de la CGT, apparemment, qui se lève et qui dit, bah, ça dépend qui demande, tu vois. Ça dépend qui demande. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est exactement ça. Regarde, l'exemple, et nous, mais même avant l'IA, c'était le même problème sur la contribution open source. Un mec qui arrive, qui fait, oh là là, j'ai trop une superbe idée. On pourrait, alors, une des blagues dans VLC, c'était aller dans la frame précédente. Qui est un problème qui, dans le cas simple, est très simple, et dans le cas complet, est un problème quasiment NP complet. À cause de quoi? Des biframes? Des biframes, de tous les formats, etc. Donc, ça peut être un problème que tu résous en 2 heures pour quelqu'un qui comprend pas ce qu'il fait, et puis ça nous a pris 10 ans pour le faire, quoi. Et il y a combien de fois on a eu un mec qui fait, de toute façon, vous êtes vraiment tous des tocards, les devs de VLC, moi j'ai résolu le problème, et t'envoies une merge request. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, mec, je ne te dois rien, tu vois. À un moment, nous, c'est notre temps libre, je ne te dois rien. Et après, t'as des mecs qui font, écoute, moi, ça m'intéresserait de passer sur le sujet. Et d'ailleurs, t'en as de plus en plus des gens qui vont sur des issues et qui disent,
moi, ça m'intéresserait de bosser sur ce projet. Alors, pour sur le ce coup, truc-là. l'IA, ça marche bien pour ça. Hein. Et là, tu vois, pour trouver des features, etc. Et le mec, ou la nana d'ailleurs, arrive et te dit ça m'intéresserait. Tu lui dis bah tiens, regarde ça. Où il faudrait pas. Tu donnes 3 idées. Il revient avec une merge request. Il fait bah bonjour, je suis nouveau sur le projet. Je suis pas très sûr de moi. Je me suis un peu demandé. Voilà le premier jet. Il le marque en draft. Tu vois. Bah en fait, tu vois le ton. Il y en a un, t'as envie de l'aider. Et l'autre, t'as envie de lui mettre une tarte. Mais il y avait aussi ce côté-là, un peu de les projets open source pour beaucoup. Alors, ça dépend des projets et de la taille, mais c'était parfois les devs débutants, les Google Summer of Code, ou, tu vois, pour aussi apporter une contribution, apprendre à coder sur un projet en contribuant un truc cool. Là, avec l'IA, les shareware, enfin, c'est pas spécial. avec l'IA, la barrière, elle est pas devenue trop haute. Non, c'est juste qu'avec l'IA, par contre, contre, il y a un influx de. Bah, c'est Ghosty, ils ont carrément. Tu peux pas envoyer pull request, il faut être whitelisté. Tu vois, tu mais peux pas t'es faire de sur pull des request. projets haut niveau, entre guillemets. Non, tu vois, t'es sur des projets très populaires. Ouais, populaires, ouais. Donc, il y a beaucoup d'inbound, en fait. Et donc, quand tu peux plus gérer l'inbound, bah. Et alors, le problème, c'est pas tant l'inbound, le problème, c'était, selon eux, hein, le gaspillage de temps lié à l'inbound. Ce qu'ils appellent ça les drive-by pull request. C'est-à-dire, le gars, il débarque, il a, tiens, hop, la patate chaude, tu te démerdes. Parce que là, si vous parlez de VLC ou de Ghosty, qui sont des projets un peu d'élite, même s'ils sont toujours ouverts à la contribution et ils sont plutôt sympas en tant que personne, mais sinon, quand même, dans les milieux open source, les mainteneurs de petits projets ou seuls, ils sont quand même. C'est connu qu'il y a un certain burn-out des mainteneurs, qui ont plus ni les moyens ni le temps. Mais même Du coup, sur VLC, ça, en fait, le travail, et c'est un travail global et que je dis à chaque fois, c'est il faut arrêter. Enfin, quelle que soit la taille de ton projet, tu as toujours plus à faire. En fait, c'est à toi, en tant que mainteneur, de turn it down, quoi. Et c'est-à-dire que tu ralentis, et tu ralentis les features, et tu dis, c'est comme ça. Et tu n'as pas peur. Moi, ça m'est arrivé à un moment, je maintiens encore plein de bibliothèques, de dire, écoutez, moi, je fais pas de release pendant 6 mois, là. Chut. Si vous voulez, vous forquez, mais moi, j'ai pas le temps. Go fork yourself. Mais ouais, mais c'est OK de dire ça. Fork yourself. Et je suis désolé, parce qu'en fait, un programme open source, et même pas open source, il n'a plus de bugs le jour où il a plus d'utilisateurs. Tu as toujours des trucs à faire. Donc c'est une question de... Non, Softex, qui est le projet qui a fini, soi-disant. Alors, donc ça se dit tech, parce que c'est un Y et pas un X, mais bon... Mais bon, t'es gentil. Bah ouais, mais... Ils ont dit, on a fini. Ouais. Et il a dit, ce programme est complet, c'est fini. C'est fini. Et maintenant, il a décidé que tous les bugs faisaient partie de la spec. Mais bon. En fait, it's a you problem, quoi. C'est l'utilisateur, le bug. C'est génial. C'est génial. Mais blagues à part là-dessus, en fait, c'est les gens qui vont vraiment se faire slopifier et hors sécurité, hors problème de sécurité, parce que le problème de sécurité, c'est un peu différent. En fait, imagine qu'il y aurait eu 1 million de singes en face, en train de coder n'importe quoi, il aurait eu le même problème. Il faut, et c'est important pour les mainteneurs open source, de limiter le tsunami, de dire, attendez, non. Et c'est normal, il faut apprendre à dire non. Mais justement, là, je prends l'exemple quelques projets. La Jazz Band, c'est un projet, 71 projets Python, 10 ans d'existence. Ils viennent de dire, modèle où tout le monde pouvait contribuer, ils disaient, on accepte tout. Ils viennent de tout fermer, tu vois. Curl, tu vois, Daniel Steinberg, qui vient de dire, il avait un système de bug bounty. Il disait, bon, il y en a marre, on recevait que du AI slop. Il y avait ça, c'est sur la sécu. C'est justement le point sur la sécu. Attends, le point sécu est différent. Ouais, mais bon, il a quand même fermé, il a quand même fermé le truc. Tu vois, TL Draw, fermeture automatique des pierres externes, Node.js au camel, patch massif de 10 000 lignes qui ont prouvé des débats existentiels dans les mainteneurs. Et bah donc, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, apprends à dire non. Non, mais Zig, ils ont carrément une stricte no AI policy. Si tu es soupçonné que c'est de l'AI, tu te fais ban. D'accord, donc ok. Parce que soupçonné. Ouais, parce qu'il y a eu le cas, justement, je crois que c'est chez Linux en ce moment, c'est Sacha Levin, qui est un des contributeurs, qui a fait une PR, mais en ne disant pas qu'il y avait de l'IA dedans. Parce qu'en gros, Linux, ils ont une politique, mais en disant pas qu'il y avait de l'IA dedans. Ouais. Et en fait, finalement, il y en avait, et ça a mis un débat, un peu fou. Quoi. Again. Mais tu défends pas ton code. Défends ton code, own ton code, sois honneur de ton code, assume ce que tu fais. Et quand tu dis, bah non, on n'arrive plus, c'est ce que je te dis. Quand ça va plus, eh ben, tu fermes les vannes, tu n'as pas d'obligation, et ça c'est important, t'es un adulte, tu n'as pas d'obligation envers des gens qui sont random. S'ils sont pas contents, ils forquent. Mais à un moment, ta santé mentale, elle est plus importante que le reste. Et ça, je suis obligé de le répéter tellement à tellement de mainteneurs open source. Ça fait 25 normal, ans que tu quoi. fais ça. Ouais, je deviens vieux, tu vois, j'ai les cheveux blancs maintenant, etc. Mais en général, c'est tout à fait gérable. Et puis surtout, tu vas utiliser de l'IA pour fight l'IA. C'est-à-dire, OK, bah, toutes les merge requests qui ressemblent à de l'IA, tu vas entraîner l'IA qui va vers et automatique close. Tu vois, et tu auras un petit bot qui va te poser des questions sur ton code. Si tu n'es pas capable de répondre à les questions sur ton code, il y a plein d'outils. C'est pour ça que je te dis que ça va être difficile
difficile, c'est ce que je disais en introduction, ça va être difficile pendant 1 ou 2 ans, et puis tu vas t'adapter. Il y a quand même la vraie question qui est sur la partie sécu, et là, la partie sécu, c'est un autre problème. Après, c'est quand même cool, moi je trouve, qu'il y ait des gens qui explorent l'extrême de ça. Parce que je préfère qu'on aille trop loin et qu'on pull back qu'on découvre jamais. Tu vois, nous, à ZML, moi, on a eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences avec l'IA, mais j'ai dit, on essaye quand même, enfin, je préfère qu'on aille trop loin et qu'on revienne que l'inverse. Parce qu'au moins, on aura exploré, quoi. J'ai pas envie qu'on soit dans un truc. Par contre, il y a clairement des trucs où, ouais, ça va pas du tout. Tu vois, même si ça fait du code qui marche et tout, ça ne va pas du tout. Tu vois. Et même d'ailleurs, d'un point de vue organisationnel, ça pose des soucis. Parce que du coup, tu te dis, mais attends, là, en fait, personne ne comprend ce qu'il fait. Tu vois, alors, ça peut être fine ou pas fine, ça, c'est un autre débat. Mais il y a des moments où c'est pas fine du tout. Tu vois, c'est pas une commodité ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on est en train de faire qui paraît tout petit, a des implications qui sont énormes sur le reste, des fois même de l'architecture, du programming model, des genres de trucs. Mais par contre, c'est quand même cool d'avoir été au moment où on s'est dit, ah non, là j'ai mis trop de Nutella, là, je suis malade. Il faut mettre du pain un peu quand même. Voilà, pour aller avec mon Nutella. Pour aller avec mon tu alternes, tu vois, tu cherches. Et ta mayonnaise, tu la mets entre le Nutella et pain. le... C'est pour finir Nutella. mon pain. Pain, et je conseille pain, beurre salé, Nutella. Voilà. Non, mais de toute façon, tu sais ce ça qu'on fait dit. des bourrelets, mais c'est C'est ce qu'on dit, il n'y a que 2 types de beurre. Hein, le beurre et le beurre doux. Les Bretons n'aimeraient pas. Voilà. pas. Je suis normand en plus. Ouais, moi, donc, voilà, c'est pour ça. Non, mais donc, mais plein de projets open source en ce moment, donc ont des politiques et discutent. IA autorisé, mais il faut mettre, je crois que pour Linux, c'est un assisted by, il faut un tag spécifiquement pour dire attention, il y a l'IA dedans. Après, ils structurent. Il y en a qui l'interdisent complètement, il y en a qui disent interdiction. Mais, tu sais, moi j'ai été dans l'écosystème Z qui sont très anti-IA, et j'ai été ouvrir des issues en disant voilà, j'ai eu ce problème-là. J'ai fait, par contre, j'ai disclose avec, voilà, c'était à l'époque Gemini et tout. Gemini m'a trouvé une manière, parce que c'était une grosse code base, un truc bien relou, puis je voulais pas venir à poil, quoi, tu vois. Ça m'a débloqué, mais c'était même pas une PR, c'était dans l'issue, j'avais mis le diff, toi, en mode... Qu'est-ce que je fais ? Et à la fin, tu poses la question, qu'est-ce que voilà, je fais ? qu'est-ce que je fais ? Voilà. Mais du coup, moi aussi, maintenant, l'IA m'a permis d'avoir un petit peu plus de contexte. Donc, quand je rentre dans la discussion, je dis juste « Bonjour, les unions dans Translate, ça marche pas » ou des trucs comme ça. J'ai un peu plus de contexte. Ah oui, donc la conversation est un petit peu plus haut niveau. Et tu t'es fait envoyer bouler ou pas ? Non, pas du tout. Non, tu vois, exactement. D'ailleurs, le créateur du projet, il a répondu dans les 2 heures avec non pas une reply, il a dit bon bah c'est fixé. Avec le commit, il avait fixé le truc à sa place. Alors je me sentais un peu mal parce que j'avais pas d'urgence si tu veux, mais par contre, ce qui était marrant, c'est que il a vu @Steve, il a fait oulala. Ouais, voilà. Non, mais ce qui était marrant, par contre, c'était que son commit à lui n'avait rien à voir avec mon truc. Donc j'étais un peu mal, mais bon, j'ai été... Et globalement, tu vois, c'est comme tout, c'est le ton, c'est l'intention. Des strict AI policies, c'est... Parce qu'on met des policies, mais la vérité, c'est que quand il y a des bonnes intentions et qu'il y a le bon ton, les gens, c'est pas des robots. Toi, lui, il a dit « Ah, mais oui, mais tiens, ça me rappelle un truc, je me souviens bien. T'as déjà donné un exemple, et t'avances. » Et puis, bah, ouais, là, pour les projets structurés, il y a quand même une armée de mainteneurs de petits projets utilisés par plein de gens avec plein de... Et qui n'ont pas le temps, l'énergie, l'argent, le ressource. Ouais, mais c'est vrai que c'est le problème pour les petits projets open source, comme c'est vrai pour les petits projets aux propriétaires. Mais voire même les petits projets propriétaires, ils vont avoir plein de problèmes. Pour la même raison, c'est qu'ils sont pas assez, ils sont sur des petites codebases avec beaucoup de... Et donc, ils vont risquer soit de perdre leur business parce que des gens vont se dire, bah, je peux recoder leur feature et rajouter la feature dont j'ai besoin. Voilà. Donc, voilà. Même les projets, même les gros projets proprios, tu vois, nous, on a en ce moment, on a des grosses pull requests sur XLA. C'est le compiler de Google qui fait tourner tout Gemini, tous les TPU, des trucs comme ça. Donc, c'est des grosses, enfin, c'est des bugs, mais c'est des gros bugs. L'AI nous a permis de trouver la root cause au final. Mais le truc, c'est que les gens en face, donc tu dirais, c'est chez Google, tu vois, ils sont staffés, machin. Non, ils sont overworked, tu vois. Il y a une énorme dissymétrie d'ailleurs entre les tailles de projet et les gens qui sont taskés à les régler. Mais par contre, du coup, quand tu viens, tu arrives avec le bon niveau de contexte. Voilà. Pour moi, c'est pas une question d'open source ou pas, c'est une question de juste taille. Et pour moi, les 2 gros sujets qui sont vraiment compliqués à gérer avec l'IA pour l'open source, c'est la sécu, justement. Et le deuxième sujet, c'est le problème de business. C'est qu'en fait, l'IA détruit un des business models les plus classiques de l'open source.
Qui est le bug bounty? En fait, beaucoup en fait de projets open source. Donc il y a plein. Alors, je fais un cours sur les business models de l'open source, un de ces quatre, je vous le donnerai. Mais On fera un épisode dessus parce que c'est un vrai sujet. Mais Achetez la formation de Jean-Baptiste. À 18h, comment vivre de son projet open Il fait source. un live. Donc allez-y, il fait un zoom, pardon. Il fait un zoom. vous êtes dur les gars, mais bon ok. Commence avec 1 seul euro. J'ai créé 40 projets open source qui me rapportent 100 000 euros par mois. Puis ma villa à Bali. T'as plein de projets, donc le classique c'est la double licence à la Qt, à la Kyber par exemple. T'as eu beaucoup de choses, notamment sur un peu des services en ligne. C'était ce qu'on appelait du core, open core, et avec des extensions propriétaires. Et notamment, tu vois, t'as un core qui est complètement open source, t'as beaucoup d'extensions qui sont communes, donc par exemple Eclipse, et puis t'as quelques features très très importantes qui sont cloud source et tu payes. Et en général, dans ces trucs-là, c'est la connexion à l'Active Directory, plus de télémétrie et c'est des trucs du coup qui sont, voilà, analytics. des statistiques, et puis l'intégration à Exchange. Ce business model-là, il va se faire massacrer dans les prochaines années parce que tu reprends l'open core et puis tu arrives et tu fais code-moi juste l'extension qui va bien avec l'Active Directory. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc qui a été fait tellement de fois que... D'accord, donc le commercial open source, le COS, là... Donc le commercial open source qui travaille sur de l'open core, que ce soit de l'open core par un éditeur ou par une fondation, il faut que les extensions soient très très spécifiques. Genre, oui, mais là, c'est la connexion avec ce soft de l'industrie qui est important, mais toutes les connexions avec les trucs les plus courants, c'est-à-dire... et encore, mec. Hein. Moi, et encore. Parce que moi, j'ai branché le Binary Ninja MCP. Ça fait peur. Et donc, effectivement, là, tout ce business model qui dans le monde du SaaS et des startups, l'équivalent, c'était donc du freemium, c'est-à-dire que tu as un SaaS et la première truc, c'est gratuit et tu rajoutes les trucs. Et ben, ce business-là, il se fait vite déchirer parce que là, tu vas demander à l'IA de faire les extensions et c'est encore pire que ça, c'est que tu vas faire des extensions vraiment spécifique à ton use case. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu voulais ton Active Directory, ouais, mais en fait, ce que tu voulais, c'est aussi l'intégration que quand la personne était dans ce groupe-là de l'Active Directory, que tu activais un flow supplémentaire. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un vrai problème de business sur l'open source. Mais il y a un nouveau modèle open source que tu négliges, qui est un autre modèle de commercial open source, c'est de se faire racheter son projet open source par une boîte de l'IA. OpenAI rachète VLC, voilà. Alors, je l'ai vu. Newsflash. Je l'ai vu là sur Bun, sur EV. Anthropic a racheté Bun en décembre. Ouais. Voilà. OpenAI a racheté Astral. Donc, après, racheter Astral. OpenAI a racheté OpenCloud. Non, mais ils rachètent le projet comme avant. Quoi. Ouais. Avant, comme qu'on sponsorisait, on mettait beaucoup d'argent sur un projet pour maîtriser. Mais bon, voilà. Maîtriser la roadmap. Donc ils rachètent les communautés de dev. Mais eux, là, tu vois, pareil, c'est un certain type d'open source. C'est de l'open source qui font des tools de développement qui sont utilisés pour tous les autres, tu vois. Tous les packagers Node, réécrits en Rust, réécrits en Z, réécrits en machin. Voilà, tous les outils de développement Python. Mais c'est quand même un certain nombre de projets open source. Quel problème sur les trucs réécrits en Zig Je sais pas, mais t'es pas assez mûr pour savoir ce que c'est le Zig. Je t'explique la prochaine fois. Non mais pareil, j'étais à KubeCon là, il y a un mois et pareil, Langfuse, ça fait partie d'un projet d'une boîte maintenant. Enfin, ils ont pris le mainteneur, ils ont pris tout. Enfin, tu vois, donc il y a cet aspect, la bataille pour la communauté des développeurs. Non mais c'est un des business models quoi. Est-ce que ça a été racheté pour c'était pas le but. parce que ça, voilà, non mais c'est pas le but. Le bateau coulait ou pas. Enfin, c'est pas le but de faire. Ouais. Il y a une double lecture au truc. Mais juste pour finir, donc sur l'aspect sécu, parce que là il y a eu le cas. Alors, la sécu dans les projets open source, c'est un vrai sujet. Il y a eu la sortie de Mythos avec, Mytho, on ne sait pas trop. Bien nommé, mais... Qui disent qu'ils ont trouvé des failles de FFmpeg qui ont 16 ans, des failles dans FreeBSD. Non, mais c'est dans vrai. Ton code, JB, ils t'ont dit Jean-Baptiste Kemp. Évidemment, mais et d'ailleurs, si tu écoutes bien Daniel de Curl, que je connais bien, lui, son problème d'IA et d'IA Slop, c'est pas sur les merge requests, c'est pas sur les issues, c'est sur les reports de sécurité. Et c'est vrai qu'on a une quantité de reports, et ça, nous, on le voit sur VLC, on le voit sur FFmpeg, des gens qui arrivent à faire, vous voyez, n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et comme la communauté de la sécurité, elle est complètement toxique depuis quand même un bout de temps, si tu les écoutes, toutes les failles de sécurité, c'est entre CVSS 9 et 10, tu vois, toutes les failles de sécurité... Vous avez eu un grave problème avec Google là-dessus. Ouais, on a eu un gros fight là-dessus, justement, avec Google. En fait,
les mecs de la sécurité, ils ont une incitation, incentivée, ils ont une incitation très très forte à trouver des failles de sécurité. Tu trouves une faille de sécurité, tu mets ton nom en gros, tu réserves un nom de domaine, tu trouves un nom à ta faille de sécurité, tu applies à Google, tu as du bug bounty, tu as de l'argent, mais tu n'as pas un centime pour aller résoudre la faille de sécurité. Et donc, en fait, il y a une sorte de ballooning, et puis surtout, tu vends du pentest et tu vends de la peur. Attention, il y a des failles, bois. Mais toute cette industrie de la sécu n'a pas travaillé à résoudre les failles. Il y a quasiment aucun business model, aucun argent à aller trouver tes failles, à réparer tes failles. Même d'ailleurs, les pentesters, ils viennent te dire où sont tes failles, mais ils sont pas là pour t'aider à réparer. Donc, en fait, et là, avec l'IA, c'est encore pire, t'en as des milliers, et c'est pour ça que Daniel, il a coupé dans le cœur en disant plus de reports de sécurité par l'IA. Parce que donc il y a eu dans Mythos, donc il y a eu plein de communiqués de presse comme quand ils ont trouvé plein de failles, quelques failles 0-day, enfin tu vois quelques trucs un peu sérieux. Mais là c'est Marcus Hutchins, un mec de la communauté cyber hacker, qui j'aime bien. Il fait je sais plus s'il parle de la faille de FFmpeg ou de FreeBSD, mais il dit en gros c'était une faille, ça faisait crasher le système, mais c'était pas d'exécution de code à distance, donc c'est pas non plus une faille incroyable. Oui, après bon. Et il disait juste que Claude dit que ça a coûté $20 000 de compute, tu vois, donc moins de $20 000, donc il dit moins de 20 000, ça veut dire 20 000 déjà, voilà. Il dit que vu qu'il est subventionné, il estime que c'est $40 000 de vrai compute, tu vois, de vrai compute IA, et en gros il dit $40 000, mais s'il y avait eu cet argent-là dans les projets depuis longtemps, les failles, elles auraient été trouvées, tu vois, c'est juste qu'en fait, maintenant qu'on met $40 000 pour trouver une faille, on est étonné qu'on en trouve, tu vois. Mais si depuis 15 ans, il y avait $40 000 par mois, par an, ou j'en sais rien, mais pour trouver des failles, il y aurait des gens qui auraient passé du temps, on les aurait trouvés. Faut ce que je veux dire, c'est pas incroyable. C'est sa défense. C'est complètement pourri comme explication. Je vois où il veut venir. Mais nous, par exemple, donc il y a un programme qui s'appelle OSS Fuzz, qui est donc du fuzzing. Donc le fuzzing, l'idée, c'est que tu prends des inputs normaux et tu changes de façon aléatoire certains bits pour aller faire péter les programmes open source. C'est pas exactement ça, mais c'est un bon résumé. Et en fait, Google principalement a donné de l'argent avec un programme qui s'appelle OSS Fuzz, qui te permet en fait de fuzzer les programmes open source, et depuis très longtemps, et ça a sorti énormément de failles de sécurité dans VLC et dans FFmpeg. Le problème, c'est que en fait, ce switching, il est assez aléatoire. Et là, nous, et on fait énormément sur VLC, c'est qu'on utilise Claude, principalement, soyons très honnêtes, pour crafter des samples qui sont pas juste de l'aléatoire, qui sont vraiment différents, qui sont exprès pour aller dans des codes pass. Et nous, on a résolu plein de failles de sécurité dernièrement dans VLC, qui sont des choses que tu n'aurais pas trouvées avec de l'IA. Et pourtant, le compute d'OSS Fuzz payé par Google, on en a mis plus que 20 000 €. Donc, en fait, c'est des nouveaux outils qui vont te trouver une autre classe de failles de sécurité. Ça va être difficile parce que tu vas t'en prendre plein. Nous, on s'est fighté avec FFmpeg et sur Google parce qu'ils ont quasiment publié en gros la faille de sécurité sans mettre les 90 jours et sans nous aider à les réparer. Et ils ont envoyé une press release dans TechCrunch. Donc vraiment, là, ils ont vraiment fait tout n'importe comment. Donc ça va être un peu dur pendant 6 mois, 1 an, mais je pense qu'on va avoir tellement de failles de sécurité que tu vas monter le niveau des trucs open source beaucoup. Et pour justement fabriquer ces samples craftés spécifiques, il faut avoir accès au code. Et donc en fait, les projets open source vont avoir un gain très très fort en niveau de sécurité par rapport aux programmes propriétaires. Donc c'est difficile pendant 1 an, mais c'est une énorme opportunité. Mais ok, donc pour la sécurité, ça va être chaud au début, puis ensuite on va level up. Dernier point, moi je voulais parler, c'est que j'ai vu au FOSDEM d'ailleurs, c'est le Clean Room Engineering. Le Clean Room Engineering, c'est évidemment les projets sont copyrightés, enfin selon la licence, t'as pas le droit de comme Malus, t'as pas le droit de réutiliser un projet, enfin tu dois respecter la licence du projet, que ce soit une licence copyleft, style GPL, AGPL, où il faut redistribuer le code. Copyright, projet close source fermé, pas logiciel libre. Et en gros, il y a des mecs qui disent, en fait, il y a toute une histoire du Clean Room Engineering, c'est tu demandes, et là, comment ils le font avec l'IA, tu prends un projet, tu dis à l'IA de générer les specs, et tu régénères le code à partir des specs et tu le mets sous licence MIT. Il y a une boîte qui a fait ça avec Redis. Ouais, justement, il parlait d'un cas de Redis, tu payes 50 000 € par an par Redis, est-ce que tu peux pas le refaire? Et ce qui était ouf, c'est qu'au FOSDEM, peut-être, je sais pas si tu l'as vu le talk. Ouais, j'ai vu. Moi, j'étais dans la salle et je me dis, mais il est sérieux? Et le talk s'appelle Let's Kill Open Source Together. Le talk s'appelle comme ça, dans la salle juridique, tu vois, avec Karen Sandler avec Karen Sandler et tout. Et en fait, les mecs j'ai même pas déterminé s'ils sont sérieux ou pas.
Évidemment, c'est le FOSDEM, c'est un. Ah non, mais ça fonctionne. Moi, Non, j'ai des exemples de gens qui ont fait ça et ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne, mais que je dis, ils sont sérieux. Et je me suis dit, est-ce qu'ils rigolent en mode regardez le danger, Ah oui, d'accord. ou est-ce qu'ils sont en mode venez, on le fait, quitte à vu que ça va être fait. Ouais, mais tu vois. Alors, Et le projet s'appelle Malus, ouais, voilà. justement. Donc, Non, mais tu vois. non, mais c'est une très bonne question. Et le talk était vraiment sympa. Mais c'est ne pas comprendre ce que c'est un projet open source. Ok, j'arrive, je refais le code. Et après quoi? Il faut le faire évoluer. Tu fais comment? En fait, Non, mais il y a le problème de la maintenance. On peut avoir un débat long là-dessus. Le problème, en fait, moi, je te dis, refaire VLC, c'est pas très dur. Hein. T'arrives, tu prends FFmpeg, tu prends l'e-placebo, tu prends l'e-spatial audio. Mais ce qui est intéressant, tu prends ce qui est intéressant, en fait, c'est la Tu vas valeur. C'est la valeur qu'elle n'est pas dans le code ni dans VLC. Elle est dans les mecs assez fous pour le faire sur 25 berges. Ouais. Voilà. Ouais. Et surtout, c'est pas ça, c'est que comprendre l'architecture, et là aujourd'hui, tu vois, là c'est la vraie question sur Kyber. Les gens me disent attends, mais là tu pars sur un modèle dual license open source commercial, tu te rends pas compte, les gens ils vont refaire ton code en open source pour ne pas être dans la GPL, tu vois, parce que moi j'ai une licence justement très copyleft pour être sûr que les grosses sociétés qui veulent modifier le code doivent le refaire. Mais j'ai pas de peur en fait. La complexité de la compréhension du crafting des paquets réseau, de comment fonctionnent les clocks, la synchronisation, je pourrais passer 2 semaines avec eux, ils y arriveraient pas en fait. C'est une question de connaissance, de compréhension métier, qui est pas juste du code. Ouais, mais tous les projets sont pas à ce niveau-là de technicité. Et ben tu vois. peut-être que tous les projets doivent pas survivre aussi. Enfin, tu vois. Non, il y a Parce que, beaucoup de projets qui je sont à ce rappelle- niveau de complexité, mais juste on s'en rend pas compte. Ouais, mais- Redis, il y a quand même un haut Ouais, niveau Redis, de complexité. Redis, c'est tu incroyable. vois. Hein. C'est facile. Alors moi, je te dis, en une journée, je te fais 80% de Redis. Et puis après, même avec de l'IA, je passe 2 ans pour faire les 20 derniers pourcents. Et toi, t'achètes les 20 derniers pourcents. Et tu l'appelles Reddit. Voilà. non, mais juste pour mais parce que il y a le copyright, c'est aussi une protection, c'est aussi, tu vois. Et justement, c'est un enjeu qu'ils expliquent dans le talk, qui disent est-ce que est-ce que c'est dérivatif? est-ce que la licence Ouais. c'est économique? Est-ce que c'est une version économique de à qui a la valeur? Ou est-ce que c'est moral? Et c'est une vision anglaise, la version économique. Et la version française, c'est une version morale. C'est qui le copyright owner? C'est qui à qui ça appartient, le droit patrimonial, tu vois. Et donc, c'est 2 versions des choses. Mais je prends juste. On vient parler de sécurité. Tu achètes aussi le fait que tu as des mainteneurs qui vont s'occuper de la sécurité. Qui va s'occuper de la sécurité de ton projet que tu as fait tout seul et que tu as recodé, tu vois? Oui, mais regarde, alors je suis d'accord, mais pourquoi les mainteneurs open source, les projets open source du libre, ils ont le droit de se faire clean room engineer là pour que le projet aille ailleurs, même si j'entends que ça sera pas maintenu, versus Oracle versus Google. Mais c'est pas. Copyright, Regarde, là, on va non, faire mais- la suite numérique, on va me dire refais-moi Office, et puis voilà. Ah non, Oui, mais Oracle versus Google, attention. il y a quand même 10 milliards de dollars en jeu. Non, mais mec, moi, Pourquoi Oracle, il peut avoir le droit de demander 10 milliards et j'ai pas un testé, projet? j'ai filé un plugin binaire parce que j'avais un bug dedans. Et donc, du coup, je l'ai filé à Binary Ninja. Je l'ai branché le Binary Ninja MCP et j'ai demandé à Codex de me reverse engineer le truc, tu vois. Et bah, il m'a reverse engineer le truc. Il m'a trouvé le bug, tu vois. Et donc, même le logiciel, si tu veux, closed source, n'est pas à l'abri de ça, parce que ça peut être aussi au niveau protocolaire, tu vois. Tu branches, je sais pas moi, Active Directory, il y a un protocole, machin, binaire truc et tout. Bah, binaire truc et tout, tu le sniffes, tu lui fous le Wireshark et tu lui dis, bah voilà, le protocole c'est ça, branche-moi, et il se débrouillera, tu vois. Parce que moi, pour le fun, à un moment, je me suis dit, bon, je vais prendre les crédits compute qui filent aux startups, là, $100 000 ou $200 000, machin, Azure, Google. Et je vais Ça, c'est 15 minutes de close. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez fait un hackathon où vous offrez 48 heures d'un 72 rack de GB300. Ouais, C'est drôle c'était de- avec Sesters, ouais. C'est Ouais, drôle ouais. de voir que maintenant... 72 racks ou 72 GPU? Non, un rack de 72 GPU. Ouais. Ouais, un rack de Un NV72, ouais, quoi. Un NV72, ouais, voilà ça. Mais non, et en fait, il y avait un projet de Damian Rill, c'est un avocat et un autre gars, son pote développeur. Ils ont dit, on va tuer le copyright dans la musique. Ils disent, on va générer toutes les musiques possibles. Suno? Ouais, alors c'est pas non, c'était pas Suno justement, c'était avant, mais ils ont dit on va générer toutes les musiques possibles, comme ça on pourra plus dire qu'une musique est copyrightée, parce qu'on pourra dire bah regarde en fait les 4 mélodies là qui sont protégées, je les ai déjà faites avant. Aucun tu vois. problème, c'est fait. Ça s'appelle paille. Pi. On a Oui, fait le un Pi, épisode pareil. là-dessus. Oui, tout le- est dans Pi, le- Pi dans tout. Voilà. Tout donc c'est est bon. dans Pi, le nombre univers. Mais pourquoi je dis ça? Et donc moi je me suis dit je vais faire la même chose avec le code. On va prendre tous les crédits gratuits, je vais monter tous les programmes startup. On va prendre 100 000, 200 000 $ de chez Google, de chez machin, c'est-à-dire 10 minutes de compute, là, comme tu dis. Et on va générer du code, et on va dire que ce code, il est sous licence GPL, tu vois. Et comme ça, on va faire chier. Tu occupes le terrain, tu occupes le vois, terrain, tu réimplémentes tout. Tu inondes Non, le mais truc. par contre, je te dis, mais bon, les lois de copyright, ça marche pas comme ce ça. truc-là, Ça marche moi, pas je comme suis ça. très client des projets comme ça, giga moonshotesques,
où il y a toute une vague là en ce moment de projets comme ça en Zig où les gens ils réimplémentent les package managers, n'importe quoi. C'est fait avec de l'IA. Bon, l'IA est très mauvaise en Zig, mais elle n'est pas très bonne en Zig. Mais enfin bon, moi j'adore. Je veux dire, c'est moonshotesque. Personne se serait dit, il y en aura peut-être eu 1 ou 2, tu vois. Il y en aura 10, il y en aura 9,5 qui serviront à rien ou qui mourront parce que les types, c'est comme quand il y a des forks ou des hard forks où les gens ils relicencent. Bon, il y a 4 commits de release et puis ça meurt parce que les gens ils ont autre chose à faire. Mais par contre, le côté explorateur de l'affaire, moi je suis absolument client. Donc plutôt hypé, plutôt pas hypé, l'IA, Moi je suis l'IA pour l'open hypé, je suis source. hypé. Ouais, moi c'est ce que j'ai dit. Hein. Je pense que ça va être un peu difficile pendant 1 an et demi. Énormément de failles de sécurité qui vont être remontées. Un peu un flou artistique sur comment on gère en fait l'afflux de trucs en IA. Et à la fin, ça va être un net bénéfice parce qu'on va augmenter énormément la sécurité des projets open source, beaucoup plus que les logiciels non open source propriétaires. Je pense aussi que quand les gens auront se seront bien appropriés les outils d'IA, en fait, tu vas avoir des projets open source qui étaient assez petits, qui n'arrivaient pas à gérer, qui vont être capables de shipper plus de features, capables d'être plus rapides et plus réactifs. Et donc, en fait, ça va globalement plus aider le logiciel open source que les petits propriétaires. Je parle pas des gros logiciels propriétaires, des grosses plateformes qui, eux, sont un cas à part, mais globalement, pour les gens de tous les jours, ouais, ça va être un positif. Par contre, ouais, je pense que pendant 1 an et demi, ça va être difficile. Mais comme ça va être aussi difficile pour toutes les startups, j'aurais une startup de SaaS aujourd'hui, moi, je serais pas bien, tu vois. Donc, c'est pas étonnant. Moi, non, je kiffe. J'achète pas les narratifs grandiloquents. On va tous mourir. Non, mais genre, dans 3 mois, Anthropic a drop un nouveau modèle, le game est changé forever, c'est bon, casser les couilles. Bah, ça fait 5 ans qu'il n'y a plus de développeurs dans 6 mois. Mais quoi. voilà, donc... Attends, après GPT-2, on pouvait pas, ça allait tellement révolutionnaire qu'on allait s'arrêter voilà, de non, mais vivre. tu vois, Dario Amodei, il a dit, ça fait 3 ans qu'il nous dit que dans 6 mois, il n'y a plus de développeurs. Bon, si tu veux, indépendamment que j'y crois ou j'y crois pas, à un moment donné, tu vois... C'est comme les agents immobiliers. L'année prochaine, c'est la crise immobilière. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est la petite fille crier qui est au prise au loup, loup, on ouais. t'écoute pas, exactement. Donc, j'achète pas comme ça ces trucs hyper grandiloquents. En tout cas, je suis pas l'audience qui écoute ça, peut-être aussi par mon métier. ZML et puis mon métier au sens large. T'en as vu des tendances, hein, t'en as vu et des voilà, hypes. je les ai vus, ces tons comme ça, très péremptoires, 50 fois. Par contre, même si, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord ou je suis très sceptique sur des gens qui sont hyper maximalistes là-dessus, moi, j'aime voir l'exploration parce que je préfère qu'on aille trop loin et qu'on revienne qu'on découvre jamais. Et puis, il y a des moments comme ça hyper chouettes, comme je dis à chaque fois, tu sais, dans toutes les dimensions, quoi. Technique, mathématiques, algorithmique, drama, etc. Et là-dessus, je reste très client et très enthousiaste. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à le commenter ou à le liker, à le partager à vos amis, à vos collègues, à vos enfants. Si vous n'en avez pas, faites-en pour faire monter à la French dans l'algorithme YouTube. Eh ben, au boulot. À bientôt. Attends, on attend les 5 secondes là. Ah bah On attend les 5 il est secondes. fort. On attend les 5 secondes. Il est fort. Attends, Attends, mais 5 du coup, secondes. là, ça fait 5 secondes. Vous Ah bah, avez, du coup, vous ça avez fait 5 liké, secondes. du coup. Voilà, du coup, vous avez Vous avez liké, c'est bon. liké, la petite cloche. Du coup, la cloche, La le commentaire, le cloche, like, le le partage. truc. Voilà. Le Sinon, tweet. Sinon, regardez une autre vidéo, voilà, si vous appréciez. C'était à la French, on parlait d'IA pour l'open source, en quoi ça la hype, en quoi ça la met en danger. Et dites-nous en commentaire quelle est votre opinion là sur le sujet. Merci, à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Alors moi j'étais à Berck-sur-Mer parce qu'il y a la World Cup Kite International. C'est une des plus grosses manifestations de cerfs-volants au monde. Mais laisse tomber, j'ai halluciné. Il y avait, je sais pas, entre 500 et 1000 cerfs-volants en l'air avec des cerfs-volants qui font 100 mètres de long. C'est un truc de psychopathe. Et puis surtout, il y a une compétition de cerfs-volants, mais une compétition internationale. Il y avait des Chinois, des Colombiens, des mecs qui viennent de partout dans le monde. Et surtout, ils se synchronisent. Fin de la journée, ils font bon, allez, on se met 44. Ils se mettent à 44, ils sont sur un espace tout petit et ils font des figures à 44. Tu devrais le sponsoriser. T'appellerais ça Kiteberg. Quand même, Kiteberg, mec, c'est génial. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle cerf-volant? C'est une très bonne question, je vais demander à Claude. Eh ben, cerf-volant, parce qu'en français, à l'avant, c'était serpent volant, et ça s'écrivait S-E-R-P, volant. Ça s'est transformé en cerf, S-C-E-R-F, mais en fait, c'est serp volant.
Et c'est pour ça que Et en Donc la Indonésie, forme losange, en Indonésie, il y a des combats de cerfs-volants. À Marseille, il y a une fête du vent. Et Faut prier Marseille, c'est pour, pas toujours le vent. Pour prier pour le Covid. Mistral. Ah, Mistral, qu'est-ce que